Alors, merci d'être venus aussi nombreux pour le lancement de l'Observatoire de l'espace post-soviétique. Nous sommes très heureux de créer aujourd'hui une plateforme qui nous permettra de centraliser nos différents travaux sur la région, mais surtout de créer des synergies afin d'initier de nouveaux projets de recherche et aussi, comme ce soir, de créer des moments de débat, d'échange et de rencontres. Il nous est apparu nécessaire de créer cet observatoire à un moment charnière pour la région. La guerre en Ukraine a catalysé des dynamiques préexistantes et en a créé de nouvelles. Les choses évoluent beaucoup et elles évoluent vite dans la région. Par exemple, il y a un peu moins d'un an, nous nous réunissions ici même pour une conférence à l'occasion de l'apparition d'une belle revue sur l'espace post-soviétique que vous pouvez retrouver ici à l'entrée à disposition. À ce moment, nous constations que la poussée azerbaïdjanaise dans le Haut-Karabakh était en partie due, en partie permise par un rapprochement entre l'Azerbaïdjan et la Russie. Pourtant, depuis quelques mois, nous assistons à une rapide dégradation des relations diplomatiques entre la Russie et l'Azerbaïdjan, ce qui peut se traduire par, par le bombardement par les Russes en Ukraine des infrastructures énergétiques de l'entreprise étatique azerbaïdjanaise SOCAR. Nous créons donc cet observatoire pour analyser ces évolutions rapides et complexes et pour restituer toute la complexité de cette région, nous avons pour ambition de participer à construire un regard nouveau sur celle-ci, un regard qui ne soit pas biaisé par une approche centre-périphérie, mais un regard qui permette de donner toute leur place à des acteurs et des territoires divers qui, en s'affirmant, transforment l'espace post-soviétique d'un monde qui était considéré comme russe en un monde véritablement multipolaire. En effet, les pays de la région ont un poids grandissant sur la scène internationale, tandis que les puissances internationales, elles, intensifient leur compétition dans cet espace. Donc pour en parler aujourd'hui, nous avons réuni la belle équipe de l'Observatoire, constituée de Lucas Aubin, qui est directeur de recherche à l'IRIS, en charge du programme sport et géopolitique, spécialiste sur la géopolitique du sport, mais aussi évidemment de la Russie. Et c'est sous son impulsion, nous le remercions, que nous avons créé cet observatoire de l'espace post-soviétique. Vous pourrez retrouver dans les librairies la deuxième édition de son livre Géopolitique de la Russie qui paraîtra en novembre. Euh, Également à mes côtés, Louise Souverbi, qui est chercheuse à l'IRIS, spécialisée sur les questions de défense européenne et sur l'industrie de l'armement. Et ses travaux portent notamment sur les cultures stratégiques et les politiques de défense dans la zone baltique. J'ai également le plaisir de compter parmi nous Igor Delanoë, chercheur associé à l'IRIS. Son expertise porte sur la géopolitique de la Russie, sur la présence et les intérêts russes en mer Noire, en Méditerranée et au Moyen-Orient, et sur les questions de sécurité et de défense russe, en particulier la marine de guerre. Et enfin, euh, tout fraîchement arrivé, Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions russes. Jean de Glignasti a connu une longue carrière diplomatique, lors de laquelle il a notamment été ambassadeur de France en Russie. Et la deuxième édition de son ouvrage Géopolitique de la Russie en 40 fiches est parue en janvier. Donc merci à tous d'être là, merci à nos intervenants. Et on va pouvoir commencer donc en posant un cadre général dans un premier temps avec Lucas et Jean. Lucas, je me tourne vers toi. Comment la guerre en Ukraine redéfinit-elle l'espace post-soviétique dans ses équilibres géopolitiques? Merci. Pardon. Merci beaucoup, Samy, pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis, effectivement, de vous voir aussi nombreux et nombreuses, à la fois en ligne et en présentiel. Donc, c'est super. Donc, aujourd'hui, nous, on va lancer ensemble, effectivement, l'Observatoire géopolitique de l'espace post-soviétique de l'IRIS. Et en fait, on est parti d'un constat, il y a un peu plus d'un an de ça, hein, c'est qu'effectivement, l'espace post-soviétique bouge.
qu'il y a un certain nombre d'événements qui s'y sont déroulés, à la fois depuis le 24 février 2022, mais aussi, en fait, depuis les années 80, 90 jusqu'à aujourd'hui. Et on s'est rendu compte collectivement que cet espace post-soviétique, longtemps, avait été abordé principalement par le prisme de la Russie. L'invasion de l'Ukraine a constitué évidemment une forme de séisme et a changé, dans une certaine mesure, le prisme. D'un coup, on s'est mis à nouveau, on s'est mis à parler de l'Ukraine d'abord, avant la Russie, on s'est mis à parler peut-être des pays baltes plus que ce n'était le cas avant, on s'est mis à s'intéresser davantage à la Géorgie, à l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Asie centrale peut-être, etc., etc. Et en fait, cette évolution, ce changement de regard qu'on a peut-être tous porté, en tout cas nous on l'a porté, on a voulu la retranscrire, cette évolution, à travers cet observatoire pour essayer justement de penser cette géopolitique locale de façon nouvelle ou en tout cas différente. Alors, la première question qu'on peut se poser finalement, c'est l'espace post-soviétique, qu'est-ce que c'est? D'un point de vue géopolitique, en fait, c'est avant tout ce qu'on appelle une représentation, hein. Donc, c'est 15 territoires issus de la chute de l'URSS, donc 15 pays. Je ne vais pas les énumérer ici, on va y revenir pendant tout au long de cette conférence. Mais ces 15 territoires au sein desquels évoluent un certain nombre d'acteurs dont les représentations géopolitiques sont très diverses. Et la première représentation géopolitique qu'on connaît souvent, en tout cas qu'on a beaucoup abordée, c'est évidemment la représentation géopolitique que la Russie porte sur cet espace post-soviétique. Et depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, avec un certain nombre d'étapes, la Russie a cherché à se présenter comme l'héritière naturelle de cet espace post-soviétique, héritière sur laquelle elle devait en fait avoir la prégnance de l'influence. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait sans heurts, et au contraire, ça a même été très difficile. Elle a développé, la Russie, un certain nombre de stratégies, de tactiques pour diffuser cette influence de façon économique, de façon parfois militaire, oscillant en fait entre ce qu'on appelle le soft power, la puissance douce, et le hard power, la puissance dure. Alors je ne vais pas revenir sur tous les événements qui se sont déroulés depuis la chute de l'URSS jusqu'à aujourd'hui, mais le 24 février 2022 représente en fait une forme de paroxysme de la tentative pour la Russie d'influer sur l'Ukraine et en l'occurrence sur une partie de l'espace post-soviétique. En fait, ce qui s'est passé, si on essaie de prendre un peu de recul, c'est que cette tentative d'influence de la Russie sur l'espace post-soviétique, elle s'est heurtée à différents éléments. Et le premier élément, c'est le fait que chaque pays post-soviétique dispose de ses propres, comme on l'a dit, représentations. Donc que vous soyez azerbaïdjanais, que vous soyez letton, que vous soyez géorgien, vous n'avez pas la même vision de cet espace, de votre passé, mais aussi de votre futur, en réalité. Et donc, ce qu'on peut observer, alors je vais le faire de façon très schématique, mais c'est que beaucoup de ces pays post-soviétiques ont cherché à se construire ou à se reconstruire d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue mémoriel, chacun à sa façon, depuis 1991. Et donc, chacun a oscillé entre amnésie parfois de certains passages de l'époque soviétique, ou hyper-amnésie au contraire, en se souvenant davantage de certains passages de cette période, ou de la période pré-soviétique parfois également. Et autre élément qui est aussi important, c'est que l'espace post-soviétique, qui était fermé avant 91, relativement en tout cas, c'est évidemment ouvert à partir de 91. Et donc, on a un certain nombre de nouvelles puissances qui ont commencé à tenter de diffuser leur propre influence. Ces nouvelles puissances, on les connaît évidemment, hein, c'est l'Union européenne, c'est l'OTAN, c'est la Turquie, c'est la Chine, etc., les États-Unis, bien sûr, sans les oublier, etc., etc. Et donc, en fait, face à ces différents vents de puissance, on a pu voir cet espace post-soviétique être recomposé et finalement muter, évoluer de façon assez importante. Alors, si on devait schématiquement dresser un peu des trajectoires de différents territoires de l'espace post-soviétique aujourd'hui, on pourrait dire ceci. Première trajectoire la plus marquante, c'est celle des trois pays baltes, Lettonie, Estonie, Lituanie, qui ont de suite, dès les années 90 et au début des années 2000, qui ont décidé d'intégrer l'Union européenne
l'OTAN et l'espace euro, de la monnaie de l'euro, pour justement se dissocier autant que possible de la Russie. Par opposition, on a la Biélorussie qui, exactement en suivant la trajectoire inverse, s'est au contraire rapprochée, alors pas tout de suite d'ailleurs, hein, mais rapprochée de la Russie avant aujourd'hui finalement d'en être une sorte d'excroissance. Et on a pu le voir après le 24 février 2022, puisqu'une partie de l'armée russe est passée en fait concrètement par la Biélorussie pour notamment se rapprocher de Kiev. Et au centre de ces deux extrêmes, on a finalement l'Ukraine, la Moldavie, qui oscille à la fois entre l'influence russe, plus ou moins hard ou soft, et les tentatives européennes, voire occidentales. Si on s'intéresse un peu plus au sud, au Caucase, là, ce qu'on observe, c'est une forme de fragmentation de l'espace caucasien. Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, ces trois pays post-soviétiques suivent aujourd'hui trois trajectoires différentes, vraiment très très différentes. On y reviendra probablement. On ne peut pas les comparer les unes aux autres. Et enfin, l'Asie centrale, les cinq pays d'Asie centrale, donc Kyrgyzstan, Turkménistan, Tadjikistan, Kazakhstan et Ouzbékistan, ces cinq pays cherchent aujourd'hui à diversifier leur activité, garder un pied évidemment du côté russe, mais en cherchant à avoir de nouveaux partenaires, euh, la Chine par exemple, les États-Unis aussi, la Turquie également, etc., etc. Et donc, face à ces diverses trajectoires, on observe un autre mouvement, et j'essaierai de conclure là-dessus pour laisser la parole à Jean ensuite. On observe un autre mouvement, c'est en fait cet héritage soviétique qui existe encore, qui est un peu paradoxal, mais l'héritage soviétique, il existe encore à travers un maillage des routes, évidemment, ferroviaires, des routes énergétiques également, on pourrait appeler ça des routes, mais en tout cas un espace linguistique commun. La russophonie est encore très présente dans un certain nombre de pays post-soviétiques, et évidemment la géographie, hein, qui reste ce qu'elle est, jusqu'à preuve du contraire, et qui fait que la Russie et les pays post-soviétiques sont pour la plupart encore aujourd'hui euh, frontaliers. Et donc, dans ce contexte-là, entre rupture et continuité, si on peut dire, on a un espace post-soviétique qui est à la fois atomisé, mais qui, en même temps, fonctionne encore, dans une certaine mesure, euh, par-ci, par-là, et ça donne lieu à une géopolitique évidemment très mouvante. Merci. Alors, Jean, vous avez été diplomate. Quelle reconfiguration diplomatique peut-on observer autour du conflit ukrainien entre Russie, Ukraine, Occident et divers blocs non occidentaux? Merci, bonjour, pardonnez-moi pour mon retard. Donc effectivement, l'invasion de l'Ukraine a été le révélateur d'une reconfiguration en cours des équilibres mondiaux. Ça apparaissait déjà, mais évidemment, la crise ukrainienne l'a rendu plus aiguë. Si je prends rapidement les principaux pôles, autrefois, il y avait un équilibre qui était clair. Il y avait les Américains, il y avait les Russes, les Chinois commençaient à monter, et tout ça créait une stabilité considérable sur la planète, avec quelques conflits secondaires, mais qui étaient aisément gérables par les deux puissances. Après l'invasion de l'Ukraine, c'est terminé. L'évolution elle est multiple, mais prenons simplement les États-Unis. Les États-Unis ont cessé de se sentir une responsabilité particulière pour le développement économique de l'Europe, ne serait-ce qu'en grand marché. Dès Biden, l'IRA, ça s'appelle Inflation Reduction Act, ou c'est pas inflation, le I, je confonds toujours, mais consistait à attirer les investissements de l'Europe vers les États-Unis, au détriment évidemment de l'économie européenne, au nom de l'environnement. Euh, Ensuite, les Américains, alors là, ça a été évidemment Trump, on dit qu'il voulait plus faire les gendarmes du monde, mais qu'il ne se... D'ailleurs, Obama avait commencé à dire leading from behind, hein, c'est-à-dire on tire les ficelles, mais on n'est pas sur le front. Euh,
l'Amérique a commencé à développer une politique nationale, qui est la politique normale, mais qui n'était pas celle qu'elle avait suivie après la guerre, qui se reconnaissait à elle-même une sorte de responsabilité mondiale dans l'ordre et dans la stabilité de la planète. Regardons aussi Trump pour les droits de douane. Les droits de douane, c'est les intérêts des États-Unis. C'est une lecture peut-être erronée, mais en tout cas des intérêts des États-Unis. Et ces droits de douane n'ont tenu compte qu'à la marge des intérêts des alliés en fait très peu, bien sûr, des autres. Pour l'Ukraine, c'est caractéristique, c'est-à-dire que, en fait, les Américains, dans un premier temps, ne nous ont pas aidés, n'ont pas aidé les Européens pour l'application des accords de Minsk. Au contraire, d'ailleurs, ils ont plutôt savonné la planche. Il n'est qu'à voir les difficultés qu'on a eues à faire entériner les accords de Minsk par le Conseil de sécurité. Et puis ensuite, quand ils ont décidé que ça suffisait, que ça coûtait cher et qu'à la limite, l'Ukraine, ce n'était pas un sujet important pour les États-Unis, ça c'est Trump, eh bien, ils ont dit que si on voulait aider l'Ukraine, il fallait qu'on paye nous-mêmes. Hein. Ce n'est pas les Américains qui allaient aider l'Ukraine, c'est les Européens en achetant du matériel américain. Donc, les États-Unis ont changé de politique. C'est une politique nationale avec des responsabilités mondiales, avec la possibilité de taper sur quelqu'un ou de jouer sur telle ou telle touche. Mais il n'y a plus cette responsabilité planétaire qui a conduit d'ailleurs à beaucoup d'écarts et beaucoup de difficultés. Mais en tout cas, elle ne se ressemble plus comme telle. Une sorte de monde multipolaire ou oligopolaire où les Américains joueraient un rôle essentiel. Prenons les BRICS maintenant. Les BRICS, ou ce qu'on appelle le Sud global aussi, qui est incarné par les BRICS. Le Sud global, c'est qui? En fait, ce sont des forces extrêmement hétérogènes. On sait très bien qu'il y a des rivalités entre l'Inde et la Chine, entre l'Inde et le Pakistan, etc. Mais ils ont un point commun. Ce point commun, c'est le refus de la règle américaine, et notamment des sanctions. Donc, quand vous avez un sommet du Sud, que ce soit le sommet des BRICS, que ce soit le sommet de l'Organisation de la coopération de Shanghai, il y a un point qu'on retrouve tout le temps, c'est le refus des sanctions occidentales. Donc, les sanctions, ça gêne le mécanisme économique normal, ça ne met pas de l'huile dans les rouages, bien au contraire. Alors, ne parlons pas des sanctions secondaires qui sont perçues. Alors, les sanctions secondaires sont des sanctions que, par exemple, dans le cadre d'un conflit dans le cadre du conflit ukrainien, les Américains imposent aux firmes chinoises, aux firmes indiennes qui continuent à commercer avec les États-Unis malgré les sanctions bilatérales russo-américaines. Alors les sanctions secondaires, c'est le point de ralliement de tous les pays du Sud, c'est l'interventionnisme, l'ingérence des pays occidentaux. Euh, donc, euh, euh, c'est très intéressant de voir aussi que maintenant, il y a des zones de stabilité régionale qui se construisent en fait sans les États-Unis. La plus caractéristique, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Organisation de coopération de Shanghai, qui au début était faite pour lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale, le trafic de drogue et l'extrémisme en fait séparatiste. Maintenant, c'est devenu véritablement une organisation de stabilité, de paix régionale. Et il y a une chose qui est claire, c'est que les États-Unis ont demandé à être observateurs et on leur a claqué la porte au nez. Et la dernière réunion de Tianjin a uni en quelque sorte dans un élan, je ne dis pas anti-occidental d'ailleurs, mais dans un élan commun contre les sanctions, avec une vision extrêmement nuancée de la guerre en Ukraine, qui n'est pas mentionnée. Ça ne veut pas dire que ces pays-là approuvent l'invasion de l'Ukraine, mais ils considèrent en gros que c'est une guerre de blancs, qu'il faut qu'ils règlent ça, et ils ne veulent pas en subir des conséquences économiques et politiques. Donc il y a une espèce de rupture, il y a un pôle qui est en train de se constituer, probablement autour de la Chine, un petit peu autour de la Russie en Asie, avec l'OCS. Les BRICS, c'est un peu le même mécanisme, avec des mécanismes alternatifs bancaires, des systèmes de prêts, des systèmes d'investissement. Alors, il y a le rêve monétaire, ils n'y arriveront pas, mais on ne sait jamais. Et là-dedans, la grande victime, et je terminerai, eh ben, c'est l'Union européenne. Car cette reconfiguration
a conduit en fait à la révélation, si je puis dire, mais qui existait, que l'Europe n'est pas une Europe puissance. Alors il y a eu la scène caricaturale dans le bureau ovale où Trump distribuait les bons points à sa classe de petits garçons. Il y a eu la négociation de Madame von der Leyen sur les droits de douane. On a quand même pris 15%, on impose zéro. Et il y a tout ce que l'Europe a payé en quelque sorte du prix de la guerre. Donc la renonciation à d'énormes investissements en Russie, le paiement, l'Europe a payé beaucoup plus que les États-Unis hein, pour aider l'Ukraine. Euh, Tout un ensemble de choses, l'achat de matériel américain pour permettre à l'armée ukrainienne de résister. Et puis le comble, c'est évidemment l'énergie. Parce qu'en renonçant à l'énergie pas chère de la Russie, l'Europe s'est condamnée à avoir une énergie 3 fois plus chère en achetant du GNL américain. Et vous avez vu que tout récemment, le 13 mars, le président Trump a envoyé aux pays de l'OTAN, hein, ce n'est pas uniquement l'Europe, une lettre en disant, moi je veux bien commencer à faire des sanctions contre la Russie, à condition que vous cessiez complètement d'acheter du GNL russe et vous n'achetiez en gros que du GNL américain qui coûte beaucoup plus cher. Donc malheureusement, dans la reconfiguration en cours, eh bien, il y a une victime probable, hein, des sursauts sont possibles, hein, mais c'est l'Europe. Merci, merci Jean. Maintenant, pour rentrer dans le dur du conflit, on peut dire, Igor, quels sont aujourd'hui pour la Russie les enjeux, les enjeux maritimes dans le contexte de guerre? Merci. Alors, je vais prendre les trois espaces du flanc occidental russe qui sont les plus concernés par ce qui se passe, c'est-à-dire l'espace dans la mer du Nord, l'espace arctique, l'espace de la Baltique et l'espace mer Noire. En ce qui concerne la façade arctique et la mer de Barents et tout ce qui est la région autour de la péninsule de Kola, je dirais que sa fonction reste la même, c'est le bastion stratégique nord, c'est la dissuasion nucléaire stratégique avec les bases de SNLE, les bases d'aviation stratégique également. C'est de sa fonction depuis l'URSS, ça le reste aujourd'hui. D'ailleurs, le renouvellement de la composante sous-marine se poursuit avec nouveaux programmes de SNLE, les nouveaux programmes de SSGN aussi qui rentrent en ligne. Bon, sur les SSGN, on voit une montée en puissance de la composante missile qui est duale notamment, donc aussi bien du missile conventionnel que du missile à capacité nucléaire tactique, qui est disséminé à la fois sur les nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière, mais également sur des plateformes de surface, des grosses plateformes de surface pour lesquelles ils ont du mal en revanche à les produire, à les produire tout court d'ailleurs, mais même en quantité. C'est important parce que ça reste, donc, je l'ai dit, la composante stratégique, la dissuasion nucléaire, mais c'est aussi la dissuasion stratégique non nucléaire avec ces missiles de croisière longue portée, comment dirais-je, avec une charge classique. Mais c'est aussi la projection vers l'Atlantique Nord, vers l'Atlantique, donc projection de puissance, projection d'influence. Et face à ça, il y a évidemment une montée en puissance de l'activité de l'OTAN dans la région, pour des raisons parfaitement compréhensibles. Ce qui m'amène au deuxième espace, la Baltique, où là, il y a eu un chamboulement avec l'entrée dans l'OTAN de la Finlande et de la Suède, qui va apporter une plus grande homogénéité en fait à toute cette région du point de vue de l'Alliance Atlantique, avec un continuum sécuritaire entre la Baltique et les mers du Nord qui va être beaucoup plus calcifié, hein, beaucoup plus cohérent, avec la rentrée de la Finlande et de la Suède donc dans l'Alliance. Face à ça, la profondeur stratégique russe est quasiment nulle, hein, c'est le golfe de Finlande. Ça, n'est plus l'URSS où à l'époque il y avait les côtes polonaises, etc. Tout ça, c'est fini. Et la flotte de la Baltique, qui n'est pas la composante, comment dirais-je, la plus puissante hein, de toutes les composantes navales russes, mais on a constaté quand même une montée en puissance de certaines unités, notamment en surface, des petites embarcations, des petits patrouilleurs ou des petites corvettes, certaines d'ailleurs équipées de missiles de croisière. Et pourquoi ça reste important pour la Russie, cet espace? Pour au moins deux raisons. D'abord, c'est un des poumons économiques, puisque c'est une interface maritime dans lequel vous trouvez des ports très importants, hein, Saint-Pétersbourg notamment, pour les exportations et importations, même si là, on a vu un décrochage des volumes depuis 2-3 ans. Ça reste aussi le principal débouché pour les exportations de pétrole et de gaz, hein, ça passe par la Baltique. Un terminal comme Ust-Luga, par exemple, qui est extrêmement chargé, enfin surchargé
pour les exportations sur des tankers, notamment via la fameuse flotte Fantôme. Et c'est de plus en plus aussi un point d'appui pour le déploiement des bâtiments de guerre russes vers la Méditerranée et l'Atlantique, puisque ça amène au troisième espace, en mer Noire. L'espace mer Noire, lui, a été mis sous cloche de facto depuis le 28 février 2022, puisque les Turcs ont invoqué l'article 19 de la Convention de Montreux, qui les autorise à fermer leur détroit, le détroit turc, à la navigation militaire, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun bâtiment militaire, hormis les leurs, les bâtiments turcs, qui peuvent franchir les détroits, étant donné la guerre qui a éclaté en Ukraine. Et ça reste à leur discrétion. Ils rouvriront le jour où ils estimeront que les conditions sont réunies pour les rouvrir, c'est-à-dire le jour où, a priori, il y a un cessez-le-feu robuste qui s'installe en Ukraine, c'est-à-dire pas demain. Et jusqu'à donc, ce qui fait qu'en mer Noire, il y a eu une espèce de gel, si vous voulez, du rapport de force navale, avec la flotte de la mer Noire qui s'engage dans cette guerre avec un statut de suprématie, suprématie navale en mer Noire, mais suprématie qui a été annulée par la guerre asymétrique qu'ont livré les Ukrainiens avec l'aide non négligeable de leurs soutiens occidentaux pour pouvoir annuler cette suprématie navale. Et ce qui s'est installé, donc, c'est un espèce de rapport désormais, un statu quo, je dirais, où il ne se passe pas grand-chose, très franchement, sur le plan naval dans cette région-là. Désormais, les bateaux russes sont principalement redéployés vers Novorossiysk. Quand ils sortent sous parapluie côtier pour aller faire leur tir de missiles de croisière et puis ils rentrent au port. Les Russes ont appris depuis 2 3 ans à combattre la menace des drones de surface ukrainiens. Alors, ils ont encore parfois de mauvaises surprises, mais il n'y a plus les très grosses mauvaises surprises du début du conflit, avec une relative, je dirais, efficacité. Et maintenant, ils développent eux-mêmes leurs drones de surface. Et on a eu un exemple d'ailleurs d'emploi de ces drones de surface russes il y a une quinzaine de jours, puisqu'ils ont coulé un bateau ukrainien dans les Bouches du Danube, donc quand même très loin, en envoyant un de leurs drones pour aller donc faire cette opération-là. Alors la question, alors au niveau après maritime, je dirais, ça reste aussi un débouché commercial très important pour la Russie, parce que l'espace pontique est le premier débouché commercial maritime de la Russie. Parce que vous avez des ports comme Novorossiysk, des ports comme Taman, le port d'Azov et les autres, qui, quand on met bout à bout le fret, c'est le premier interface pour les exportations maritimes. Donc pour eux, c'est vraiment un espace clé de ce point de vue-là. Ça continue de circuler. Il n'y a plus vraiment de problème sur la navigation civile, on va dire, hormis le problème des mines dérivantes. Mais bon, ça, il faudra le traiter. La question, c'est qu'est-ce qui se passe le jour où le cessez-le-feu entre en vigueur, qui fonctionne, qu'il est robuste, et que les Turcs rouvrent les détroits. À quoi est-ce qu'on va assister? Est-ce qu'on va assister à une montée en puissance de la flotte russe de la mer Noire? Est-ce qu'ils vont rebasculer des unités pour avoir de la puissance de feu qu'ils ont perdu avec le Moskva qui a été coulé et avec certains navires qui ont été coulés? Est-ce que l'OTAN décide de déployer une task force navale permanente, mais sur la base de rotation d'unités, parce qu'il y a des contraintes, je ne rentre pas dans les détails, qui font que les navires de l'OTAN ne peuvent pas rester en permanence en mer Noire pour les puissances non riveraines? Voilà, il y a plein de questions qui vont se poser, et une partie des réponses à ces questions se trouvera aussi dans les modalités du cessez-le-feu, le jour où il sera conclu. Merci beaucoup. Pour approfondir du côté de la Baltique, Louise, comment les pays baltes ont-ils adapté leur posture de défense face à la menace russe et dans le contexte de la guerre en Ukraine? Merci. Alors, dans le cas des pays baltes, on est très clairement face à un symptôme de la polarisation de l'espace post-soviétique, avec des pays qui ont résolument ancré leur politique de défense dans les structures euro-atlantiques. Et donc, ce sont des politiques qui reposent majoritairement sur la relation bilatérale avec les États-Unis et sur la défense collective, donc l'OTAN, et en particulier sur l'article 5. Donc, pour remettre un petit peu de contexte avant de voir comment les postures de défense dans ces pays ont évolué, donc, il faut bien avoir en tête que l'engagement collectif de l'Alliance dans les pays baltes, il se matérialise depuis 2017 par des unités multinationales qui sont déployées dans ces pays et qui, en fait, ne sont pas dans un volume suffisant pour arrêter une attaque éventuelle, mais pour déclencher la réponse de l'Alliance à une éventuelle attaque. C'est pour ça qu'on parle parfois de mécanismes de fil piège ou de tripwire. Et donc, l'idée, c'est un modèle d'une défense en profondeur. Donc, on échange du territoire contre du temps. Ça repose aussi sur une réactivité de l'Alliance, donc pour reprendre ces territoires. Ce modèle a
depuis longtemps suscité des craintes des États baltes, puisqu'il y a plusieurs limites, donc leur manque de profondeur stratégique et puis ce risque de se retrouver isolés si les Russes venaient à fermer le fameux corridor de Suwałki qui les relie à la Pologne et qui permettrait, en fait, s'il était fermé, de rompre tout approvisionnement terrestre. Mais depuis 2022, et même si les États baltes ne sont pas du tout dans le même cas de figure que l'Ukraine, la pertinence de ce modèle de tripwire est complètement remise en question. Parce qu'en fait, on est sur un modèle de dissuasion plutôt par punition. Aujourd'hui, c'est un petit peu remis en cause pour deux raisons. D'abord, parce que les États baltes, comme les autres Européens, constatent les crimes de guerre euh, qui, qui adviennent dans les territoires occupés par la Russie. Et donc, en fait, l'acceptabilité d'une occupation, même temporaire, elle est réduite à néant par ce qu'on observe en Ukraine. Et la deuxième raison, c'est des doutes sur la réponse des Alliés à minima en fait sur la réactivité de cette réponse et sur l'engagement, enfin la participation des États-Unis à cette réponse. Donc dans ce contexte, la posture de défense des États baltes, elle évolue, on va dire, selon trois axes principaux, mais qui sont intrinsèquement liés. Ça va être le passage à une posture de zéro pouce de territoire occupé. Donc, c'est-à-dire une défense qui n'est plus en profondeur, mais en avant, l'idée que les Russes ne doivent pas passer la frontière. Ensuite, il va y avoir l'accroissement des capacités sur le territoire directement de ces États, puisque bah, dans un scénario de crise, la réactivité nécessaire pour pouvoir répondre à une attaque, ça implique d'avoir des capacités en masse déjà sur place. Et le troisième, le troisième axe, c'est d'éviter à tout prix un désengagement des États-Unis. Donc concrètement, comment ça se traduit en pratique. Donc déjà, les États baltes, c'est la région d'Europe où les investissements de défense ont le plus augmenté depuis 2022, avec des budgets de défense qui ont quasiment doublé. Et ça répond à une double rationalité qui va être à la fois capacitaire, donc on augmente les capacités militaires dans ces États en tirant les leçons de la guerre en Ukraine, donc renforcement des capacités terrestres, de l'artillerie et de la défense solaire, mais aussi une rationalité politique avec le sujet de l'exemplarité de ces États qui veulent démontrer qu'ils sont aussi les bons élèves de l'Alliance, qu'ils dépensent leur part de budget à la défense et qu'ils sont en fait dignes d'être défendus, notamment par les États-Unis. Donc ça se traduit par des contrats d'armement qui ciblent les lacunes capacitaires et qui ciblent aussi des fournisseurs qui seraient susceptibles d'être des garants de sécurité. D'autre part, cette doctrine de zéro pouce de territoire occupé, en pratique, on voit un renforcement de la frontière. Donc il va y avoir une ligne de fortification continue sur la frontière des trois États, enfin, sur la frontière terrestre, et qui va se prolonger en Pologne. Donc avec des choses très concrètes comme des mines anti-chars, des dents de dragon, tous des dispositifs de contre-mobilité. Il y a aussi la remise en cause de certaines conventions du droit international avec les trois pays qui ont signifié leur volonté de se retirer de la Convention d'Ottawa qui interdit l'usage des mines antipersonnelles pour pouvoir utiliser ces mines sur une zone très limitée et en temps de guerre uniquement. Mais ça montre que ce sont des pays qui sont face à un risque existentiel et donc qui remettent en question certains de leurs engagements sur le droit humanitaire. Une dernière dimension, ça va être le projet d'un mur de drones qui est évoqué depuis longtemps par ces États, mais qui aujourd'hui a un écho tout particulier avec les incursions de drones russes de ces derniers jours. Et donc l'idée, c'est d'avoir en permanence des drones et des intercepteurs semi-automatisés à la frontière qui seraient capables de faire face aux nouveaux types de menaces de la Russie. Donc globalement, en fait, on passe vraiment à un renforcement de la défense et un modèle de dissuasion plus par déni, où l'objectif, ça va vraiment être d'augmenter le coût d'une agression potentielle pour l'envahisseur et pour le dissuader de mettre en place, de lancer une attaque qui serait trop coûteuse en fait et qui aurait peu de chances d'aboutir. Et le dernier élément, mais peut-être que je pourrais y revenir plus tard, ça va vraiment être le renforcement d'une politique de défense globale qui intègre toutes les composantes de la société et qui a aussi une vision très très large des enjeux de sécurité, parce que c'est des pays qui ont une compréhension très profonde des enjeux de l'hybridité. Mais j'y reviendrai peut-être après.
Louise. Merci beaucoup, Louise. On va changer les rôles juste pour le temps d'une question. Samy sera le goal volant, si on peut dire, parce qu'il a aussi une casquette qui nous intéresse beaucoup, c'est qu'il est spécialiste de l'énergie au sein de l'espace post-soviétique. Et donc, ce serait dommage de se priver de ses talents. Qu'est-ce que tu peux nous dire, justement, Samy, de l'énergie, des flux énergétiques au cœur de l'espace post-soviétique? Qu'est-ce qu'ils disent de la multipolarité ou non de cet espace? Merci Lucas. Je vais illustrer la question par l'exemple de l'Asie centrale. La question de l'énergie en Asie centrale, c'est un exemple flagrant de pourquoi il est toujours pertinent de parler d'espace post-soviétique pour qualifier cette zone. C'est en effet sur la base des réseaux d'hier que se construisent les dynamiques, les nouvelles dynamiques. Dans les années 50, l'URSS a développé le réseau interconnecté d'Asie centrale, le RIAC électrique. Le RIAC était basé sur une logique de troc qui exploitait les potentiels énergétiques des 5 républiques d'Asie centrale. Donc je répète, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Turkménistan, Kazakhstan, Ouzbékistan. Le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, pays montagneux, sont riches en ressources hydriques. Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, en aval, sont quant à eux riches en pétrole, charbon et gaz. En été, les républiques en amont fournissent l'eau et l'électricité aux pays en aval en échange d'énergie fossile pour pouvoir passer les hivers ensuite. Avec l'indépendance des républiques en 91, ce RIAC s'est progressivement désintégré. Aujourd'hui, du fait d'infrastructures vieillissantes, du manque d'investissement et de la croissance démographique, l'ensemble des républiques d'Asie centrale rencontrent des difficultés pour répondre à leurs demandes énergétiques. Ça peut engendrer de l'instabilité sociale. On l'a notamment vu de manière flagrante au Kazakhstan en janvier 2022 avec le mouvement Kwandi Kwantar, soulèvement le plus meurtrier depuis l'indépendance du pays. Et ce soulèvement, il a justement été causé par une augmentation des prix du LPG, le GPL en français, qu'on peut utiliser notamment comme carburant ou pour chauffer, pour cuisiner, etc. Et donc le président Tokayev en a appelé à l'organisation du traité de sécurité collective pour ramener l'ordre. Et on a donc vu une coalition de 2500 troupes russes, biélorusses, kirghizes, tadjiks intervenir. Un autre exemple de l'instabilité sociale que peut causer les problèmes énergétiques, en Ouzbékistan, les insuffisances de la production gazière engendrent des conflits d'usage entre le chauffage des logements et l'utilisation pour les transports, puisque comme ils sont producteurs de gaz, ils utilisent le gaz pour faire avancer leur voiture notamment. Et donc, ces conflits d'usage ont causé des scènes de chaos absolu lors de tous les derniers hivers en Ouzbékistan. Dans les stations-service, on voyait les automobilistes faire des queues qui duraient des heures, se battre et autres, ce qui a abouti aussi à des manifestations et des hommes politiques qui ont dû être licenciés pour apaiser la contestation. Euh, donc ces dernières années, je te disais, les productions gazières domestiques du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan n'ont pas permis de satisfaire la demande intérieure et ont aussi limité leur capacité d'exportation vers la Chine, puisque ces pays ont des contrats d'exportation vers la Chine. Cette situation représente une opportunité pour la Russie de s'assurer de nouveaux clients, de nouveaux débouchés, elle qui en a besoin depuis que Gazprom a quitté le marché européen dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine. En décembre 2022, donc, Vladimir Poutine a proposé d'établir une union gazière tripartite avec l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, visant à répondre à la demande domestique et à coordonner le transit gazier à destination de la Chine via leur territoire. En juin 2023, la Russie et l'Ouzbékistan ont signé un contrat pour l'importation de gaz russe. Et en ce moment, le Kazakhstan continue d'évaluer sa demande pour voir ce qu'ils peuvent signer avec les Russes. Donc le contrat avec l'Ouzbékistan marque la première fois que le gazoduc Asie centrale Russie, construit à l'époque soviétique, est utilisé pour envoyer du gaz russe vers la région et non du gaz centra-asiatique vers la Russie. Donc les pays d'Asie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan, ici, sont conscients des risques d'accroissement de la dépendance politique et économique envers la Russie, mais considèrent comme plus urgents les risques sociaux et environnementaux engendrés par la précarité de leur système énergétique.
Toutefois, la perte du marché européen pour Gazprom renforce la position des pays centra-asiatiques et l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, pour l'instant, se trouvent dans une position de négociation assez confortable pour exiger que les importations de gaz russe ne se fassent que selon des termes commerciaux et sans contrepartie politique. En réponse à leurs besoins énergétiques, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan ont aussi des objectifs ambitieux de développement du solaire et de l'éolien. Mais une augmentation des capacités de génération renouvelables du fait de l'intermittence nécessite une augmentation des capacités d'équilibrage. En gros, il faut démarrer des centrales à gaz qui peuvent monter en puissance rapidement pour pouvoir équilibrer le réseau. Et donc, la transition énergétique en Asie centrale n'est pas forcément synonyme d'une autonomie croissante vis-à-vis des hydrocarbures russes. Au contraire, cette transition peut faire l'effet d'un appel d'air favorisant la pénétration du gaz russe sur les marchés de la région. Pour limiter l'accroissement de l'influence russe en Asie centrale, les pays de la région pourraient renforcer l'intégration de leur réseau électrique afin d'encourager les synergies entre leurs systèmes. Et dans ce contexte, donc, les vestiges du réseau soviétique, le RIAC, qui les reliait, peut être une force en servant de base à la reconstitution d'un réseau électrique régional, moderne, efficace, permettant un usage optimal des ressources de chaque pays. Enfin, renforcer les systèmes énergétiques nationaux par un approfondissement de l'intégration régionale des réseaux électriques est une étape préalable qui pourrait permettre ensuite une intégration macro-régionale avec l'Union européenne, puisqu'en effet, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan envisagent d'exporter de l'électricité bas carbone à destination de l'UE via la Caspienne et la mer Noire à l'horizon 2030. Mais cette volonté, elle correspond donc à la stratégie de décarbonation européenne. Cependant, ces ambitions s'alignent aussi avec les visions stratégiques chinoises des interconnexions des réseaux électriques eurasiatiques. Et donc, en investissant dans les systèmes électriques centra-asiatiques, la Chine pave la voie pour permettre à ses surcapacités de production électrique d'alimenter les marchés d'une route de la soie énergétique qui irait jusqu'à l'Europe. On le voit donc ici, l'Asie centrale est vraiment au cœur des enjeux et concentre l'attention de tous les acteurs de la région. Pour continuer sur l'Asie centrale, je vais désormais passer la parole à Lucas. Quel rôle l'Asie centrale joue-t-elle dans ce nouvel ordre multipolaire? Merci Samy. Alors je vais essayer de ne pas être trop long parce que pour que vous ayez le temps ensemble de pouvoir discuter par la suite. Mais ce qui est intéressant quand on regarde la géopolitique de l'espace de l'espace centra-asiatique, de l'Asie centrale, les fameux 5 pays dont vous a parlé, c'est que ça nous permet en réalité de comprendre à une plus grande échelle, donc c'est-à-dire à un plus petit niveau géographique, si on peut dire, justement ce que c'est que la géopolitique au sein de l'ex-URSS et toute sa complexité en réalité. Déjà, depuis le 24 février 2022, il faut bien savoir que aucun des pays centra-asiatiques n'a soutenu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Par la suite, on a pu voir un certain nombre de balises diplomatiques qui ont été envoyées par le Kazakhstan notamment, mais aussi l'Ouzbékistan, pour marquer une forme de distance vis-à-vis de la Russie et pour s'ouvrir à un certain nombre de nouveaux acteurs géopolitiques, la Chine, tu l'as dit, Samy, mais aussi l'Union européenne, etc., etc. Donc, on a un symbole, par exemple, je peux vous le donner, il est assez intéressant, peut-être que vous l'avez vu, mais c'était le 9 novembre 2023 à Astana, au Kazakhstan, quand le président kazakh Tokayev et le président russe Vladimir Poutine s'étaient rencontrés lors d'un sommet bilatéral. Et en fait, le président Tokayev avait accueilli justement le président russe euh, en lui parlant kazakh. Or, peut-être que vous le savez, mais au Kazakhstan, vous avez aujourd'hui encore 2 langues officielles, le kazakh et le russe, et il était normalement d'usage que le russe soit utilisé par les dirigeants kazakhs, justement pour converser avec les dirigeants russes. Et donc, c'était une forme de message symbolique, certes, mais assez important pour dire notre souveraineté, évidemment, est importante, et voilà, notre identité l'est également. Alors, vous me direz, le symbole est fort, mais quid de la suite? Et en fait, justement, ce qui est intéressant, c'est que quand on
regarde de plus près, on se rend compte que malgré ces balises diplomatiques qui peuvent montrer parfois une forme de volonté d'indépendance, de volonté de souveraineté, etc., reste que les structures soviétiques sont encore très présentes, d'un point de vue ferroviaire par exemple, mais aussi d'un point de vue économique ou même d'un point de vue de restaurant. Et j'ai un deuxième exemple qui est assez intéressant, que j'ai pu découvrir à l'occasion d'un dernier séjour que j'ai pu faire en mai dernier au Kazakhstan, notamment à Almaty. Il s'avère que je me promenais dans les rues d'Almaty et je découvre une enseigne, un restaurant, dont le lettrage ressemble fortement à McDonald's, mais ça n'est pas McDonald's. Il y a écrit IAM, I apostrophe M, avec justement la lettrine de McDonald's. Et donc, je commence à me renseigner, je discute un peu avec les gens sur place, etc. Et en fait, ils m'expliquent que au lendemain de l'invasion russe de l'Ukraine, l'enseigne McDonald's américaine a donc décidé de sanctionner la Russie en partant du territoire russe. Et là, vous me direz, mais quel rapport avec le Kazakhstan? Et bien, il s'avère qu'au Kazakhstan, on avait 24 restaurants McDonald's qui existaient depuis la chute de l'URSS. Or, le Kazakhstan s'approvisionnait en viande pour les burgers McDo du côté de la Russie. Et donc, au moment où justement, McDonald's décide de partir du territoire russe, les conséquences, c'est que les McDonald's du Kazakhstan doivent également fermer, puisqu'il y a cette dépendance qui existe également d'un point de vue de cette viande, justement, qui devait être dans les burgers. C'est anecdotique et en même temps, ça ne l'est pas. Ça montre que ces liens-là existent toujours. Aujourd'hui, quand vous allez au Kazakhstan, quand vous allez au Kyrgyzstan, la plupart des gens que vous allez pouvoir croiser vont généralement parler deux langues, et le kirghize et le russe, et le kazakh et le russe, etc., etc., etc. Et ça se décline pas à tous les pays du centre asiatique, mais en tout cas à au moins trois d'entre eux, hein, donc le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Kirghizistan. Donc, d'un point de vue véritablement économique et structurel, aujourd'hui, ce lien-là entre la Russie et l'Asie centrale, il est toujours très fort. Autre statistique très importante, et celle-ci, je trouve qu'elle est très parlante, 45% du PIB du Tadjikistan provient des travailleurs tadjiks émigrés en Russie qui envoient l'argent à leur famille. 45%. C'est des statistiques évidemment énormes. Si vous regardez le Kyrgyzstan, on parle de 24%. Si vous regardez l'Ouzbékistan, 14%. Et donc en fait, dans ce contexte-là, avec cette forme de dépendance qu'un certain nombre de pays d'Asie centrale ont vis-à-vis de la Russie, en fait, la diplomatie des pays d'Asie centrale est ce qu'on pourrait appeler une diplomatie de la dentelle. En fait, une diplomatie multivectorielle à petits pas. C'est-à-dire que on va chercher à diversifier ses activités tout en faisant en sorte de ne pas, évidemment, froisser potentiellement le voisin qui peut d'ailleurs aider à certains égards, évidemment, mais qui inquiète, bien entendu, depuis l'invasion de l'Ukraine. Et donc, on a cette espèce d'entre-deux permanent entre des tentatives de diversification et en même temps cette volonté de conserver un lien toujours très fort aujourd'hui avec la Russie. Merci Lucas. Pour les trois dernières interventions, je vais vous demander d'être particulièrement concis puisqu'on aimerait pouvoir échanger avec la salle. Alors, Igor, la stratégie maritime russe aujourd'hui traduit-elle une affirmation de puissance ou plutôt un signe d'isolement croissant? Alors, isolement, non, je parlerais plutôt d'affaiblissement, mais il faudrait regarder encore de quel espace maritime on parle. De manière générale, on reste dans l'exercice de diplomatie navale, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'envoyer des bateaux pour incarner des partenariats politiques, pour, comment dirais-je, appuyer des partenariats politiques, afficher des nouveaux partenariats, le cas échéant. Donc, des choses qu'on connaît bien, c'est de la projection de puissance. Là où ils ont des problèmes à maintenir, je dirais, la voilure, c'est en Méditerranée, puisqu'il y a la fermeture des détroits turcs, je l'ai évoqué, et il y a des problèmes du côté de la base navale qu'ils avaient à Tartous. Techniquement, ils ont encore cette base, mais ils ne peuvent plus l'employer comme ils le veulent. Les jeux ne sont pas encore faits, je ne rentre pas dans le détail. Mais pour l'instant, ils ont donc des problèmes pour la logistique, notamment en Méditerranée. Ce qui fait qu'on est abouti aujourd'hui à ce que j'appelle une empreinte navale résiduelle en Méditerranée, avec seulement 4 bâtiments de guerre russes qui sont présents en permanence, au lieu d'en avoir 6, 7, tout au plus une dizaine. Ces détentions logistiques donc, qui sont aussi liées au fait que les spectres d'émissions ont augmenté, puisque certains des tankers appartenant à la fameuse flotte fantôme doivent être escortés par des bâtiments de guerre russes
afin de ne pas être, comment dirais-je, l'objet d'intimidation de la part de flottes considérées comme ennemies ou de tentatives de sabotage. Donc ça, problème, ça leur rajoute, je dirais, une mission supplémentaire. Et ça, c'est souvent la flotte de la Baltique qui s'y colle. Si on regarde l'autre côté du globe, en Extrême-Orient, en revanche, là, les choses se passent pas trop mal en réalité. Il y a la flotte de la Pacifique qui en réalité est montée en puissance ces dernières années. Toute la sous-marinade classique a été renouvelée, la composante sous-marin nucléaire est renouvelée, les bâtiments de surface arrivent en ligne, même si c'est des petits bâtiments de surface, hein, des corvettes, mais ils ont pratiquement tous du missile de croisière longue portée. Et là, on voit qu'ils réalisent des exercices navals avec la Chine, interaction maritime cet été, par exemple, pour la deuxième ou troisième, ou je ne sais plus combienième année consécutive, y compris, tel que ça a été présenté, impossible à vérifier évidemment, manifestement pour la première fois des patrouilles communes de sous-marins. Donc ça, c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Il y a de nouveaux exercices militaires qu'ils ont lancés avec l'Indonésie il y a quelques années, l'exercice Komodo. Ils font des escales en Thaïlande, au Bangladesh, en Inde, au Sri Lanka sans aucun problème. Du côté de l'Afrique, là aussi, on voit des escales plus éparses, évidemment, parce que c'est loin, mais on va néanmoins essayer d'incarner de nouvelles amitiés ou les anciennes nouvelles amitiés avec certains pays africains. Et pour sortir du domaine militaire, il y a aussi tout le volet de diplomatie lié aux ressources naturelles et à l'économie. Et là, au moment où on se parle, par exemple, il y a ce qu'on appelle la grande expédition maritime qui continue son œuvre le long des côtes africaines. Donc, ce sont des bateaux qui ont été envoyés depuis la Russie par l'opérateur maritime russe civil pour aller en fait faire des sondages halieutiques dans les autres pays africains en accord avec les partenaires africains pour comprendre quelle est cette biomasse et dans quelle mesure elle pourrait être ensuite exploitée et que la Russie obtienne des quotas de pêche dans les eaux africaines. Et ils font ça auprès de au moins une vingtaine, si ce n'est pas 25 pays africains. Ils ont sur la façade atlantique et la façade de l'océan Indien. Donc pour développer des partenariats dans le domaine de la pêche et pour pouvoir aller exploiter sur place aussi les ressources halieutiques. Merci. Alors, en introduction, j'évoquais l'Azerbaïdjan pour parler des évolutions rapides que connaissent la région. Jean, dans quelle mesure les événements dans le Caucase depuis le début de la guerre sont-ils révélateurs à la fois des mutations, mais aussi de l'immanence de l'espace post-soviétique? Oui, eh bien, en effet, la guerre en Ukraine a soudainement apporté aux pays du Caucase une marge de manœuvre diplomatique qu'ils n'avaient pas auparavant. Alors, certains l'avaient déjà prise à leurs risques et dépens, puisque la Géorgie avait essayé de se rapprocher de l'Occident avec le président Saakashvili. Mais le mouvement donc il est en avance sur les autres, mais le mouvement est resté. En fait, quand on regarde, l'Azerbaïdjan s'est rapproché de la Turquie, de la Chine aussi, pour essayer de faire de Bakou l'aboutissement d'une route de la soie, parce qu'il y en a plusieurs. L'Arménie, alors c'est très étonnant ce qui se passe en Arménie. 2020, c'est la Russie qui est l'arbitre des élégances, si j'ose dire, qui fait signer à Moscou un accord de paix, envoie 2000 de ses soldats maintenir la paix dans le Haut-Karabakh et évince complètement le groupe de Minsk. Bon, nous sommes en 2020. 2023, signature solennelle à Washington de l'accord de paix entre alors, c'est pas vraiment un accord de paix, c'est ça le problème, mais on va pas y revenir. Mais en tout cas, des grandes lignes d'un accord entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Euh, donc, en fait, nous avons pour chacun de ces pays des équilibres différents qui ont un point commun, la volonté de s'émanciper d'une influence trop écrasante de la Russie. Je dis trop écrasante parce que cette volonté, elle est partagée. Euh, L'Azerbaïdjan a manifesté assez brutalement d'ailleurs son souci de respect de sa souveraineté au moment, par exemple, où un avion azerbaïdjanais a été abattu à la fin de l'année dernière par la DCA russe en pensant que c'était un Ukrainien. Et Aliyev, le président, a estimé qu'il n'y avait pas eu d'excuses ni de compensation et a manifesté sa mauvaise humeur. Et puis tout récemment, il y a deux Azerbaïdjanais qui ont été tués dans des conditions troubles dans un commissariat à Saint-Pétersbourg. Et le président Aliyev, à nouveau, a réagi extrêmement fermement puisqu'il a fermé même le centre culturel russe à Bakou. Je ne sais pas s'il a été rouvert depuis lors. Donc attention, c'est pas comme avant.
maintenant, il faut respecter notre souveraineté. Euh, pour la Géorgie, c'est un peu inverse, parce que la Géorgie a été dans un grand flot de rapprochement avec l'Union européenne et d'ailleurs un peu l'OTAN. Et puis, en fait, les élections, la réaction des gens des campagnes, des vieux, etc., en disant, oh là là, réaction un peu de crainte. Il faut garder de bonnes relations avec la Russie. On a vu ce que ça donnait. Donc, donc en fait, vous avez en gros un pays qui est partagé en deux, ceux qui veulent garder de bonnes relations avec la Russie et ceux qui voudraient se rapprocher à toute force de l'Union européenne et éventuellement de l'OTAN. Euh, à dire le vrai, il y a 90% ou 80% peut-être des Géorgiens qui sont pour un rapprochement avec l'Union européenne. C'est ça le signe de cette nouvelle liberté. Mais il y en a, sur ces 80%, il y en a plus de la moitié qui disent oui, mais il faut faire attention avec la Russie. Euh, un mot sur l'Arménie, j'en ai déjà dit un mot. En Arménie, il y a une contestation très forte de la politique de Pachinian. Très forte parce qu'il a lâché le Haut-Karabakh. Il est en train de lâcher le Haut-Karabakh. C'est un thème majeur. Et curieusement, cette fois-ci, c'est plutôt la Russie qui encourage la revendication ultranationaliste de ceux qui veulent lâcher le Haut-Karabakh. Mais globalement, là aussi, vous avez un pays qui est partagé en deux entre ceux qui veulent garder de bonnes relations. La première minorité arménienne dans le monde, c'est en Russie. Après, c'est les États-Unis, après la France. Donc, ils veulent garder ces liens. Donc, je terminais très vite en disant que tous ces pays, en fait, naviguent au plus près. C'est une navigation serrée. Ils savent que cette fenêtre de tir qu'ils ont avec la guerre en Ukraine se refermera, que la Russie reviendra, et ils veulent marquer le maximum de points sans couper les liens avec la Russie. Encore une fois, je reviens sur ce que dit Lucas. Il y a une immanence des liens avec la Russie qui est très très forte, mais ils veulent prendre le maximum de liberté et de les garder pendant cette période qui est pour eux une, comme on dit en anglais, une fenêtre d'opportunité. Merci Jean. Pour finir sur les perspectives régionales, Louise, comment les doctrines de défense ukrainienne et d'Europe orientale évoluent-elles dans cette ère de recomposition? Merci. Alors, la guerre en Ukraine et plus largement la stratégie de déstabilisation de la Russie au-delà de cette guerre conduisent à une préparation à des conflictualités étendues. Donc étendues à la fois dans le spectre des niveaux d'intensité, puisqu'on va avoir des actions sous le seuil de l'agression armée, étendues dans la durée puisque la Russie se voit dans une confrontation à long terme, quasi civilisationnelle avec l'Europe, et étendue dans les champs et les domaines de conflictualité, avec l'importance croissante du domaine cyber ou du champ informationnel. Donc en fait, la culture stratégique russe, elle favorise le recours à une palette assez large de moyens qui vont être directs ou indirects, militaires et non militaires, souvent illégaux, et dont la Russie va aussi souvent nier la responsabilité ou rejeter la responsabilité sur ses adversaires. Et c'est exactement ce qu'elle fait actuellement avec les incursions militaires, les incursions des avions en Estonie, en disant qu'en fait, l'OTAN réagit brusquement et ils attisent les tensions en réagissant de cette manière. Euh, et ces stratégies, en fait, tout ça tombe en fait sous le coup de ce qu'on appelle les stratégies hybrides, qui visent un double objectif, qui va être de maximiser la déstabilisation tout en minimisant les coûts à la fois politiques et économiques, et tester les limites de l'adversaire en jouant sur les seuils. Et l'idée, en fait, c'est de mettre en lumière d'éventuelles failles, d'éventuelles hésitations dans l'Alliance atlantique notamment et dans les structures européennes, euro-atlantiques plus largement, que la Russie cherche à fragiliser. Et donc, cette utilisation de cette palette de moyens par la Russie et de ces stratégies par la Russie conduit à repenser les stratégies de défense de l'Alliance qui ne peut pas adopter les mêmes moyens. Et justement, les États baltes et l'Ukraine sont habitués depuis plus longtemps à faire face à ce type de menaces.
puisque donc l'Estonie était déjà victime d'une cyberattaque massive en 2007. Les campagnes de désinformation sont récurrentes. Les sabotages d'infrastructures, notamment en mer Baltique, sont un enjeu auquel les États baltes, les États nordiques aussi sont habitués. La lutte contre la désinformation est beaucoup plus structurée dans ces États et avec une forte participation de la société civile. Et donc, plus globalement, on va voir se mettre en place la construction de politiques de défense totale. On voit les mêmes mécanismes dans les pays nordiques. Donc, ça va être à la fois sur le plan vraiment matériel, la construction d'abris, de bunkers pour pouvoir abriter la population, renforcement des structures énergétiques, mobilisation de la population avec le service militaire, des formations des civils, et même une implication des entreprises. Et en fait, l'idée, c'est qu'en impliquant toutes les composantes de la société et en faisant une sorte de défense civile qui va être décentralisée en complément de la défense militaire, on redonne une forme de profondeur stratégique à des pays qui en manquent par leur étendue géographique. Et donc, plus largement, une des leçons à tirer peut-être de cette, enfin, à l'ère des menaces hybrides, c'est que les investissements dans la sécurité ne peuvent pas passer seulement par les budgets de défense et les dépenses de défense. Euh, et c'est donc des questions de sécurité énergétique, de sécurité alimentaire. Donc, dans un contexte de négociation, par exemple, du prochain budget de l'Union européenne, on a des collègues spécialistes de l'UE qui soulignent que la politique agricole de l'UE va être aussi importante que la politique de défense. Et plus largement, face à des menaces hybrides, la résilience se construit aussi par le lien social, la résilience de la société civile et la force d'un lien social qui ne peut pas passer que par des défenses et des budgets militaires. Et une autre évolution importante du conflit en Ukraine et qui, on va dire, par capillarité, se répand dans l'ensemble de la région et notamment dans les pays baltes, ça va être l'enjeu de la dronisation. Mais je vais m'arrêter là. Alors, merci, merci pour le timing. On a vraiment été pas mal. Si quelqu'un est intéressé par la dronisation, c'est le moment puisque je peux ouvrir je peux ouvrir les questions à la salle. Donc, allez-y. Il y a des micros. Est-ce qu'on pourrait avoir des micros? C'est pour les gens qui sont en ligne. Oui, je voudrais poser une question générale. Est-ce que vous voyez des signes des velléités de la Russie de reconstituer l'Empire soviétique? Et deuxième question, pensez-vous qu'ils ont des chances d'y réussir d'ici un siècle ou deux? Il y a des signes, en a-t-il ou pas? Euh, oui, les Russes sont pas idiots, hein. Ils sont en train de se casser les dents. En tout cas, ils ont de grosses difficultés en Ukraine. Ils savent bien qu'ils ne pourront pas reconstituer l'Empire soviétique. Et ils n'ont pas l'idéologie pour, parce qu'ils ont remplacé l'idéologie soviétique, communiste, qui était quand même unificatrice. Il y avait les partis partout dans tous les pays qui parlaient la même langue, à la fois idéologique et linguistique, sémantique. Donc, ça, c'est fini. En prônant pardon, les valeurs traditionnelles, en fait, chaque pays a ses valeurs traditionnelles et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en Asie centrale ou dans les pays musulmans, c'est pas exactement les mêmes que celles de la Russie d'Europe. Donc, il n'y a pas de système idéologique unificateur, contrairement à ce que voudrait penser le pouvoir actuel en Russie. Il n'y a pas la puissance. Donc, la seule chose qui reste, c'est rétablir l'influence. Et là, c'est clair que Poutine cherche à rétablir une influence déterminante dans les anciens pays de l'Union soviétique. Il a renoncé, évidemment. Alors, les Baltes, c'est un peu particulier, parce que c'est tentant, c'est petit, c'est faible, mais globalement, euh, seuls les anciens pays de l'Union soviétique peuvent craindre ou doivent gérer, en fait, la volonté d'influence de la Russie. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour la conférence. Ma question, elle tourne autour de projets
euh, est-ce que cet objectif d'avoir cette zone d'influence autour de la Russie, c'est un projet d'État, des pays, ou c'est quelque chose qui est personnifié chez Poutine? Et quel est l'avenir de ce projet si Poutine vient à décéder dans les, je sais pas, dans les années, 2, 3 années à venir? Ma question, c'est un peu piège, mais peut-être. Oui, c'est un peu une question piège, effectivement. C'est difficile d'y répondre parce qu'évidemment, les individus changent et leurs objectifs politiques également. Si on regarde sur le temps long, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, l'Empire russe, en fait, depuis le 12e, 13e, 14e siècle, en fait, n'a eu de cesse de s'étendre et que en réalité, 91 et la chute de l'URSS a marqué une rupture dans cet accroissement du territoire de l'Empire russe puis de l'Empire soviétique. Et donc, dans cette logique-là, Vladimir Poutine s'inscrit finalement dans la suite logique de ses prédécesseurs soviétiques et tsaristes en procédant à la reconquête d'un certain nombre de territoires. Après, le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas le même qu'à l'époque du 19e siècle, du 18e siècle, etc., à l'époque des empires. En réalité, le monde a changé, évidemment, et c'est beaucoup moins acceptable. On va dire la fenêtre d'Overton est beaucoup moins ouverte sur ces questions-là, et ça paraît délicat d'imaginer un successeur à Vladimir Poutine procéder exactement à la même politique et voire aller encore plus loin au cœur de l'espace post-soviétique, voire au-delà. Après, moi, je mettrais quand même une nuance parce qu'on rentre dans un monde qui est assez complexe aujourd'hui avec Donald Trump, avec Erdogan, avec un certain nombre de puissances qui étaient des empires et qui finalement font preuve parfois dans leurs discours et dans leurs actes d'un certain nombre de velléités qu'on pourrait qualifier de néo-impériales. Je pense à la stratégie pan-turcique, par exemple, d'Erdogan en Asie centrale notamment. Mais on peut aller même plus concrètement sur Donald Trump quand il explique qu'il veut annexer le Canada, hein. Alors ça peut faire sourire, mais c'est vrai qu'en tout cas, il est quand même président des États-Unis. Et donc dans ce contexte-là, euh, je pense qu'on peut s'attendre à un certain nombre de nouveaux conflits à un moment donné, mais c'est l'une des possibilités, c'est l'un des chemins. Ce n'est pas du tout le seul. Voilà. Bonsoir, merci pour cette conférence et désolé pour ma voix, je suis un peu malade. Une question pour Madame Souverbi. Par rapport à l'incursion des 3 MiG-31 récemment à quelques centaines de kilomètres de Kaliningrad, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une faillite de la réponse de l'OTAN au vu de la réaction qu'on a eue en Turquie il y a quelques dizaines d'années, où le chasseur russe avait été immédiatement abattu après 15 secondes en présence dans les airs? Alors, effectivement, cette comparaison, elle a été énormément mobilisée. Donc, pour rappeler que quand le chasseur russe était rentré, je crois qu'il avait été abattu au bout de 12 secondes au-dessus de l'espace aérien turc. Euh, alors, la différence, c'est que donc les patrouilles aériennes de l'OTAN ont des règles d'engagement très précises et qui sont secrètes, hein. Et donc, ça veut dire qu'il y a un protocole. Donc, dans telle situation, on répond de telle manière. Le ministre estonien de la Défense ou le Premier ministre, je ne me souviens plus, quand on lui a posé cette... En fait, certains médias lui ont posé cette question de manière vraiment insistante. Est-ce qu'il faut tirer sur les chasseurs russes s'ils reviennent? Et il s'est muré dans une réponse qui était de dire on respecte les protocoles et les règles d'engagement. Donc la question qui doit être en train de se poser dans les quartiers généraux de l'OTAN actuellement, c'est est-ce qu'on doit revoir les règles d'engagement des patrouilles aériennes de l'OTAN? En l'occurrence, la réaction a été, on pourrait dire, adaptée, puisqu'il n'y a pas eu d'escalade après cette incursion, puisque les avions italiens ont très rapidement raccompagné les avions russes à la frontière. Il faut aussi souligner que les avions russes n'étaient pas directement au-dessus de... Ils étaient au-dessus de l'espace estonien, mais pas au-dessus de l'Estonie. C'est dans le golfe de Finlande. Et les abattre auraient donné aussi, pour parler franchement, du grain à moudre à la Russie, qui déjà accuse l'OTAN de jouer l'escalade en condamnant la Russie pour cette incursion. Euh, si
ils avaient été abattus au-dessus du golfe de Finlande. On peut imaginer que ça aurait été manipulé à grande échelle aussi par le Kremlin pour rejeter la faute sur l'OTAN. Juste pour ajouter et compléter le propos de Louise, si vous vous souvenez, en 2015, quand il y a cet avion russe qui est détruit par la chasse turque, je ne sais pas si vous vous souvenez des réactions au sein des armées de l'OTAN, mais les gens étaient extrêmement gênés. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens disaient mais que les Turcs avaient surréagi, que c'était une réponse très audacieuse et voire très dangereuse. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils invoquent l'article 5 ou quelque chose comme ça? Donc c'est drôle aujourd'hui de voir dire que c'est ce qu'il faudrait faire, parce qu'il y a 10 ans, on disait, alors là, qu'est-ce qu'on fait s'ils invoquent l'article 5? L'analogie qui est un petit peu douteuse, à mon avis. Oui, et je voudrais rajouter une chose, contrairement à ce qu'on entend souvent, la réaction russe a été extrêmement violente, en fait, hein. Non pas militaire, mais ils ont interrompu tous les flux touristiques russes vers la Turquie. Ils ont arrêté d'importer donc il y a eu un blocus de la frontière turque. Et en fait, après, Erdogan est allé à Saint-Pétersbourg quelques mois après pour s'expliquer en fait avec Poutine. Je ne dis pas baiser la babouche, mais en tout cas pour calmer le jeu, parce que ça a été un désastre économique pendant quelques mois de l'interruption totale des flux commerciaux avec la Russie. Donc la Russie avait, c'est assez fort de fermer la frontière complète et de bloquer toutes les importations. Donc en fait, les Russes avaient réagi beaucoup plus énergiquement qu'on le dit actuellement. Bonjour, merci pour cette conférence. J'ai une question sur les tabacs, mais pas sur les drones, je suis désolé. C'est par rapport à la société civile qu'on parle de la résilience de la société civile, mais il me semble qu'il y a une minorité russophone qui est assez forte dans ces pays. Est-ce que ça peut être un cheval de Troie comme peut l'espérer Moscou, ou est-ce qu'il se trompe là-dessus, ce qui a été le cas en Ukraine, où a priori la minorité russophone n'a pas forcément bien réagi à l'arrivée des troupes russes? Je peux proposer une ébauche de réponse et Louise complétera si besoin. Ce que j'avais pu observer, moi j'ai vécu un an en Lettonie, à Riga notamment, et la coexistence en fait entre les russophones et les lettons se fait depuis évidemment la chute de l'URSS de façon quand même assez conflictuelle. La Lettonie a créé une non-citoyenneté pour les russophones arrivés après 1945 jusqu'en 1991. Et pour devenir citoyen, les russophones devaient, et doivent toujours, hein, passer un test de citoyenneté pour, par exemple, pouvoir voter, etc., etc. Donc beaucoup ne l'ont pas fait. Et ce qu'on observe, c'est que sur le territoire de la Lettonie, par exemple, donc vous avez Riga, la capitale, 50% de russophones, 50% de lettons. Et ensuite, si vous regardez le territoire, ça ressemble un peu du coup à l'Ukraine en réalité. Vous avez l'est de la Lettonie qui est à majorité russophone et l'ouest qui est principalement lettonne en réalité. Et donc on pourrait se dire, effectivement, Vladimir Poutine va faire la même chose. Euh, la différence, c'est l'OTAN. Évidemment. Et donc les stratégies pour le moment utilisées par Vladimir Poutine au sein des pays baltes, c'est des stratégies hybrides, comme ce que tu décrivais, Louise, pour essayer de déstabiliser en fait les populations locales. Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas à un moment donné. Il y a des villes, par exemple à l'est de la Lettonie, comme Daugavpils, qui sont composées à 70-80% de russophones. On peut tout à fait imaginer qu'à un moment donné, ça craque. D'autant plus que, et ça c'est quand même important de le mentionner, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, on a vu beaucoup de monuments soviétiques, notamment à la gloire de la Grande Guerre patriotique, etc., soviétiques des pays baltes, avoir été détruits par les autorités, justement, lettonnes, estoniennes et lituaniennes. Pour le moment, on n'a pas eu de grosses réactions de la part des minorités russophones, ni de grosses réactions de la part de la Russie. Et en fait, c'est ce que tu disais, Jean. Je crois que les Pays-Bas profitent aussi de cette fenêtre d'opportunité pour avancer leur pion. Et là, en l'occurrence, c'est tout simplement essayer d'effacer le passé soviétique, à défaut évidemment de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus de russophones dans ces pays, dans ces pays-là, bien entendu. Ouais, je ne sais pas si tu veux Peut-être réagir. pour ajouter juste très brièvement, déjà l'enjeu n'est pas tout à fait le même entre les trois États baltes, puisque la minorité russophone est
pour le coup très minoritaire, notamment en Lituanie, puisque la Lituanie, contrairement à d'autres pays, a appliqué l'option zéro. Donc les citoyens russophones sur son territoire ont pu avoir la nationalité lituanienne. Donc l'enjeu n'est pas tout à fait le même dans les trois pays. Mais ce qui pourrait être envisageable, en tout cas, c'est enfin, l'intégration dans un narratif de campagne de désinformation, de stratégie hybride russe, d'éléments qui visent en particulier les populations russophones ou qui visent à désinformer, on va dire plus largement en Europe, sur éventuellement des mauvais traitements que subiraient les minorités russophones sous le joug des États baltes. Et donc, c'est quelque chose qui pourrait être imaginé. Donc, par exemple, pour diviser l'Alliance Atlantique, des narratifs qui cibleraient cette fois, par exemple, la France, pour dire en Estonie, les citoyens russes de l'étranger sont, enfin, entre guillemets, sont maltraités, ce qui justifie une intervention russe. Enfin, c'est vraiment un scénario, mais c'est dans cette mesure qu'on pourrait aussi imaginer le rôle des minorités russophones. Mais c'est un scénario. Bonsoir, merci pour cette conférence. Un sujet qui est revenu un petit peu à la mode aujourd'hui, c'est le sujet d'industrie de défense européenne, euh, voilà, dont on parle beaucoup, et notamment notre président, qui jusque-là a été, à ma connaissance en tout cas, assez réfréné par une influence américaine et aussi une sensation enfin, de non-nécessité en fait d'une industrie de défense européenne jusque-là. Sauf que maintenant, Donald Trump est revenu et il y a un désengagement assez marqué des États-Unis dans les pays de l'Est. Je pense notamment au désengagement de l'aéroport de Rzeszów en Pologne, qui était donc le point d'entrée en fait pour tous les dirigeants internationaux qui veulent aller en Ukraine. Et donc ma question était, quelle est l'influence de ces désengagements aujourd'hui des États-Unis sur une potentielle industrie de défense européenne, sur la construction d'une potentielle industrie de défense donc dans les pays baltes et d'Europe centrale? Alors, c'est un peu à double tranchant, puisqu'il y a deux pistes qui sont, enfin, deux voies qui se dessinent. Ou bien ces pays qui craignent le désengagement vont avoir la tentation d'acheter davantage d'armements américains dans une logique transactionnelle imposée par Donald Trump ou alors vont renforcer leur industrie de défense nationale. En fait, on voit que c'est un petit peu des deux. La Pologne enfin, l'industrie de défense polonaise monte en puissance énormément en essayant, on va dire, d'adopter une stratégie de diversification des sources d'approvisionnement. Donc les acquisitions auprès des États-Unis restent majoritaires et assez écrasantes dans la politique d'acquisition polonaise, mais ils achètent aussi auprès de la Corée du Sud et aussi auprès de pays européens, notamment du Royaume-Uni. L'industrie de défense polonaise est en train sur le segment des missiles, est en train de se structurer autour d'une nouvelle branche de MBDA en Pologne. Donc il y a quand même une grosse dimension européenne et on va dire, de mitigation des risques de sécurité d'approvisionnement. Dans les États baltes, c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont vraiment pas d'industrie de défense à part sur certaines niches, notamment sur les drones et sur l'électronique militaire. Et là, les approvisionnements, c'est vraiment dans cette logique de s'assurer la permanence de la garantie de sécurité américaine, mais pas seulement. Par exemple, les Lituaniens passent beaucoup de contrats auprès de l'Allemagne, puisque l'Allemagne, c'est la nation cadre de l'OTAN en Lituanie. Et donc, le plus gros contrat de l'histoire lituanienne a été passé pour des véhicules blindés allemands. Donc, on voit vraiment qu'il y a une logique de diversification des sources d'approvisionnement et d'équilibre entre le développement d'une industrie nationale et en même temps, à court terme, de faire remonter en puissance les capacités militaires très rapidement, ce que ne permet pas le développement à long terme d'une industrie. Mais ce sont des enjeux qui sont enfin, qui concernent l'Europe et la base industrielle et technologique de défense européenne dans son ensemble. Je sais pas si... Bonsoir et merci pour cette conférence. Quel scénario de sortie de guerre en Ukraine redéfinirait le plus la région?
En fait, bon, c'est très difficile, hein, très difficile de prédire l'avenir. Mais le scénario qui bouleverserait le moins, c'est en fait à nouveau l'alignement des planètes entre les États-Unis et l'Europe, la pression qui se prolonge sur la Russie et la Russie qui finirait par accepter un accord qui lui conviendrait peu, mais qui lui conviendrait quand même. Donc, le scénario le plus disruptif, comme on dit maintenant, euh, c'est que l'Europe devienne le seul soutien de l'Ukraine, que les États-Unis laissent tomber l'Ukraine et que la Russie continue la guerre, l'Europe se trouverait en première ligne et serait obligée soit de céder et apparaîtrait comme une victime collatérale, si je puis dire. Ça serait... Et entre les deux extrêmes, il y a beaucoup de marge. Mais reconstitution d'un front américano-européen, là, c'est pas disruptif. Théoriquement, c'est ce qu'on a vécu. J'ai essayé de montrer tout à l'heure que c'était pas si évident que ça, mais enfin bon. Et, et d'un côté, et de l'autre côté, l'Europe isolée face au Sud global qui l'accuse d'être fauteur de guerre, face à Trump qui essaye de nouer des contrats et des contacts économiques avec la Russie et qui cesse d'aider l'Ukraine. Ça, c'est complètement disruptif. Bonsoir à vous, merci beaucoup pour cette conférence. D'ici quelques jours, on va assister à une élection législative en Moldavie. Et voilà, j'aimerais savoir comment est inclus finalement ce pays dans la stratégie russe actuellement, sachant que vous avez la problématique transnistrienne et qui court en fait notamment tous les sujets que vous avez évoqués durant cette conférence, soit gazier, géographique, linguistique. Voilà. Qu'est-ce que vous donnez comme place à la Moldavie? Je suis ravi que vous l'évoquiez parce que c'est vrai qu'on en a peu parlé alors qu'il y a une élection qui arrive très très bientôt et c'est des élections législatives. Euh, bah, pour la Russie, la Moldavie rentre dans cette espèce de zone tampon pan-slave au sein de l'espace post-soviétique qui l'intéresse très concrètement. Mais comme pour l'Ukraine, elle a des difficultés à y diffuser son influence, puisque, bah, on le sait, hein, Maya Sandu est à la tête du pays, qu'elle est plutôt pro-européenne, sans être forcément pro-OTAN d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors déjà, d'une part, elle a cherché, Maya Sandu, à un moment donné, de rapprocher justement le pays de l'OTAN. Elle a subi un certain nombre d'attaques dites hybrides qui l'ont rapidement dissuadé de continuer sur cette voie. L'Union européenne, en revanche, ça n'est pas une ligne rouge, en tout cas c'est moins une ligne rouge pour la Russie, donc pour le moment elle peut avancer à petits pas dans cette direction-là et ça fonctionne. En revanche, l'influence russe, elle est réelle sur la Moldavie. Elle est réelle à deux égards, au sein de deux territoires, hein. On a la Transnistrie d'une part, évidemment, donc, qui est la zone séparatiste à la frontière ukrainienne, zone séparatiste qui est sous influence russe, hein, très concrètement. On a 1500-1600 militaires russes qui sont stationnés depuis la chute de l'URSS. Et on a une deuxième zone qui est située, elle, au cœur de la Moldavie, c'est la Gagaouzie. La Gagaouzie, qui est également sous influence, dans une certaine mesure, de la Russie, qui est une région qui, généralement, en fait, a tendance à bloquer lorsqu'il y a un référendum, par exemple, pro-européen ou plus largement pro-occidental qui se tient au sein de la Moldavie. Mais ça ne fonctionne pas tout à fait, puisque les référendums et les élections ces dernières années ont montré des résultats plutôt pro-européens en réalité. Donc on est sur une espèce de logique de puissance contre puissance, influence contre influence. Et Jean, si tu veux rajouter quelque chose. Juste un tout petit mot. Euh, il y a un point qui est très important et qui fait que la Russie limitera ses interventions, c'est la neutralité. La neutralité figure dans la constitution moldave. Tant que la Moldavie reste neutre, euh, on peut considérer que la Russie se limitera dans ses interventions et acceptera le jeu de l'alternance. En 2016, il y a eu un président pro-russe, hein, Dodon, élu en 2016, puis ensuite, la Russie acceptera, comme l'a dit Lucas, elle acceptera l'entrée de la Moldavie dans l'UE. Donc, tant qu'il y a la neutralité, ça va. Si je peux rajouter un point, monsieur le modérateur.
Pour faire le lien avec la question d'avant sur les scénarios disruptifs. Si jamais on imagine un scénario disruptif qui est par exemple l'effondrement des lignes ukrainiennes. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Ça ne semble pas ni plausible ni probable pour l'instant. Comment on arrive à la question de la Moldavie? C'est si jamais les Russes parviennent à établir la continuité territoriale jusqu'à la Moldavie. Et là, ça va changer la donne. Parce que là, ils auront l'accès terrestre physique jusqu'à la Transnistrie dont parlait Lucas, jusqu'aux Bouches du Danube, ce qui va remettre en fait en question une bonne partie de la géopolitique des Balkans. Et là, on revient au 19e siècle. Hein, je vous rappelle, après la guerre de Crimée 53-56, il y avait des traités pour réglementer l'accès au Danube, etc. Parce que le Danube, c'est le cœur de l'Europe, c'est la navigation jusque à travers les Balkans, etc. Et ça, évidemment, ça va changer beaucoup de choses. Pour l'instant, une fois encore, il n'y a pas visiblement de risque d'effondrement de ces lignes, mais si on réfléchit sur des scénarios justement assez disruptifs, à mon avis, c'est un scénario sur lequel il faut réfléchir. Merci. On va prendre une toute dernière question. Oui. Je vais poser une question qui sort un peu de l'habitude de tout à l'heure. Et je reprends la phrase de l'ambassadeur disant, oui, on ne peut pas tellement prévoir l'avenir. Je vais vous apporter quelque chose qui peut peut-être vous aider un peu. Bon, il se trouve que je suis, par mes multiples fonctions, j'ai travaillé beaucoup dans le spatial, l'espace. Et pour les gens qui s'occupent de spatial, ce qui est fondamental quand on fabrique des satellites, c'est les éruptions du Soleil. Parce que dans ce cas-là, les satellites déconnent complètement. Bon. Et les- le, le Soleil a des éruptions tous les 11 ans. C'est régulier depuis les temps immémoriaux. Bon. Et on constate, et c'est connu dans le milieu spatial, que dès qu'il y a une grande explosion du Soleil, il y a des problèmes sur la Terre. Toutes les révolutions, les guerres, etc., 80% des cas, c'est au moment des grandes explosions. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a à peu près un an, il y a eu une explosion du Soleil qui a fait que nous avions je dirais, des aurores boréales jusqu'en France. Bon, c'est la plus grande explosion, je dirais, du Soleil depuis 150 ans, d'après les spécialistes. Eh bien, ça explique peut-être j'allais dire, le bordel qu'il y a en ce moment dans le monde entier. Et, bon, alors maintenant, un point, c'est peut-être mon explication. Je suis à peu près sûr que c'est la réalité. Maintenant, pourquoi on peut penser à des tas de choses, mais ça dure 11 ans. C'est-à-dire qu'on est dans le maximum maximorum, là, et dans 5 ans et demi à peu près, ça sera un minimum. Là, les gens se calmeront peut-être. Et donc, on peut peut-être prévoir, euh, je dirais, utiliser cette idée pour peut-être aider un certain nombre de décisions. Voilà. Merci pour cette intervention. Je vous laisse avec des étoiles plein les yeux pour partir ce soir. Et merci, merci à tous et merci à vous.